Le clairon. Grande nouvelle, mais je n'ai pas dit bonne nouvelle, attention. Elon Musk a donc annoncé avant-hier, lundi, sur son réseau social X, l'ancien Twitter, la pose du premier implant cérébral sur un patient humain avec des résultats encourageants selon lui. Je cite ses propos. Le premier humain a reçu un implant de Neuralink, donc c'était dimanche le premier implant, et se remet bien. Les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pics neuronaux. Donc voilà donc une nouvelle étape franchie vers le rêve de cet entrepreneur qui, après l'espace, a décidé de se lancer à la conquête des cerveaux avec sa start-up Neuralink, start-up bien connue. Fondée donc en 2016, et l'objectif de Neuralink, annoncé dès le début, était de fusionner les intelligences humaines et artificielles. Alors, certes, hein, on sait, Elon Musk s'est donné pour but louable, et c'est ce qu'il dit en tout cas, de mettre sa technologie au service des patients handicapés qui pourraient ainsi recouvrer l'usage de leurs membres. Mais on sait aussi, et Elon Musk l'a également annoncé, hein, qu'il ambitionnait de démocratiser son implant cérébral dans ce qu'on appellerait, enfin dans ce qu'on appelle l'interface cerveau-machine, qui faciliterait l'usage d'un ordinateur pour contrôler certains signaux cérébraux. Et selon lui, cela permettrait d'éviter, d'écarter le risque pour notre civilisation que représente à ses yeux l'intelligence artificielle. Donc on a donc là des intentions qui sont respectables, mais on voit que la frontière est mince, hein, dans cette interface cerveau-machine, entre une solution pour se protéger face à l'intelligence artificielle et une solution qui nous mettrait justement en position de soumission face à cette même intelligence. Et voilà le danger qui se pose et la question qu'on souhaitait poser à Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour Clémence, félicitations pour votre succès de tocsin, c'est bien mérité. Merci beaucoup. Et oui, en effet, alors concernant, vous avez très bien rappelé tout l'historique du Neuralink, vous avez bien rappelé aussi qu'il s'agit en fait de quelque chose de plus large qui s'appelle les interfaces cerveau-machine, donc qui vise à connecter en fait la neurologie et l'informatique. Et alors, ce qui est intéressant dans cette annonce d'Elon Musk, c'est que pour que les auditeurs visualisent, en fait, le Neuralink, c'est vraiment un implant. Donc, c'est quelque chose il faut ouvrir la boîte crânienne, il faut aller vraiment poser ça sur le cerveau avec quand même, comme tout type de greffe de ce type, des risques de rejet, etc. Donc, c'est une procédure qui est extrêmement invasive. Et donc, moi, ça me fait un peu sourire quand j'entends Elon Musk faire la promotion de ça, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que c'est une technologie qui a à peu près 10 ans de retard sur ce qui existe et ce qui est à la pointe dans les interfaces cerveau-machine. C'est-à-dire que le Neuralink est une technologie, comme je l'ai dit, qui est invasive, qui est, je dirais, assez rudimentaire et qui est en fait globalement obsolète aujourd'hui. Et donc, on va en parler. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle le professeur James Gordiano. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand professeur, c'est un grand spécialiste des neurotechnologies qui enseigne entre autres à West Point. Donc, West Point, c'est l'équivalent de Saint-Cyr aux États-Unis. Donc, c'est l'école qui forme les futurs élèves de l'armée américaine. Et il travaille notamment pour le DARPA. Le DARPA, c'est l'agence des projets de recherche avancée de la défense. Donc, en fait, c'est la R&D de l'armée américaine. Et donc, en fait, le professeur Gordiano explique dans plusieurs conférences qu'on peut retrouver, que j'ai citées notamment dans mes livres, en fait, qu'aujourd'hui, ce qui se fait à la pointe des interfaces cerveau-machine, ce sont plutôt des nanotechnologies, donc c'est quelque chose vraiment qui est à l'échelle vraiment microscopique, nano, qu'on peut, alors selon les propres termes qu'il emploie dans une vidéo qui sera peut-être mise en lien. Non, mais je vous propose qu'on écoute cette vidéo. En fait, on peut que l'écouter, mais on va écouter le son. C'est en anglais, mais on l'interprétera après. Écoutons. Accessing the brain, not crudely, but ever more creatively. Utilizing other forms of technology and engineering, such as nanoparticulate matter that we can then create into sensors and transmitters that can be inhaled, ingested, rubbed on, that can then be migrated into the brain to form vast arrays of sensors and transmitters to be able to read information from the living brain and write information into the living brain in real time remotely. This is a current project of the Defense Advanced Research Project Agency here in the United States called NCUBED, Next Generation Non-Invasive Neuromodulation. Now that we can transmit into the living brain remotely through the cloud. If in fact we're using the cloud that way, now we're harnessing, if you will, the cybersphere to be able to access the cerebrosphere of individuals.
of groups, of collectives. If in fact that same technology that allows us to literally Voilà, puis après, il pose les questions éthiques que pose ce qu'il vient d'annoncer. Alors, je fais une rapide traduction, j'ai pas la traduction mot à mot, mais il explique qu'il y a donc un projet actuel de la défense aux États-Unis qui est appelé NCUBE, Next Generation, Non-Invasive Neuromodulation. Et il dit, avec ça, maintenant, nous pouvons transmettre dans le cerveau vivant à distance via le cloud. Et on dit, en fait, il explique, on est passé de la cybersphère à la cérébrosphère, donc cérébrale, vous rentrez dans le cerveau des hommes. Et il explique par des nanoparticules, comme vous le disiez. Oui, et ce qu'il précise, c'est que ces nanoparticules peuvent être ingérées, Oui, peuvent inhalé. être inhalées, Mm. peuvent être frottées sur vous, peuvent être aussi injectées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme un peu technique qui parle de lire et d'écrire. Donc en fait, ça, ce sont des termes informatiques, hein, comme on dit qu'on lit et on lit un fichier ou on écrit un fichier sur un disque dur. C'est-à-dire que en fait, en injectant, pour que les éditeurs comprennent bien, en injectant des nanotechnologies dans le cerveau, donc ça va former ça va passer ce qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, donc c'est une membrane qui qui protège le cerveau, et ça va venir se déposer en fait comme une espèce de dentelle de nanotechnologie sur le cerveau, et ça permet donc de lire les pensées. En fait, c'est ce qu'il dit, il parle de read the mind, donc de lire les pensées en voyant les zones du cerveau qui sont activées, Mm. donc en scannant ça et en l'interprétant, c'est ce qu'il dit un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est surtout ce qu'il explique, c'est d'écrire, c'est-à-dire que vous pouvez, à travers des impulsions électriques, façonner des pensées et donner des pensées dans le cerveau. Donc en fait, et c'est ce qu'il dit, c'est du mind control, donc du contrôle mental à distance. C'est-à-dire que vous pouvez injecter ces nanotechnologies à quelqu'un sans même qu'il en ait conscience, et ensuite prendre le contrôle, pirater son cerveau à distance. Il y avait Lucien Cerise, qui avait écrit un livre qui s'appelait Neuropirate et qui parlait de l'ingénierie sociale. Donc là, c'est la forme, on va dire, précédente de l'ingénierie sociale, c'est de contrôler par les médias, par les médias de masse, etc., par la propagande, la pensée. Et là, on est passé à l'étape supplémentaire, si on contrôle la pensée au niveau cérébral, donc c'est ce qu'il dit, la cérébrosphère, avec les impulsions électromagnétiques et les nanotechnologies. Mm. Et donc, lui, il pose cette question, mais c'est vrai que déjà, rien que ça, c'est très, très inquiétant. Et on pourrait se dire, c'est de la science-fiction. Mais non, là, on est dans un des laboratoires de recherche de la défense américain le plus important, enfin, de pointe totale. Donc, on peut pas... tout ça est très sérieux. La vidéo qu'on vous a fait passer, vous pouvez la retrouver vous-même et retrouver qui est ce professeur ou ce neurologue. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui est vraiment réfléchi, en tout cas. Et lui-même se pose les questions éthiques que ça pose derrière. Et nous aussi, on se les pose, du coup, Stanislas Berton. Et peut-on s'inquiéter justement d'une forme d'utilisation comme ça et comment dire, d'une soumission de l'homme ou du cerveau humain avec des intérêts étrangers? Oui, alors pas seulement des intérêts étrangers. Vous savez, les auditeurs qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup au mondialisme, et ça, c'est un grand projet du mondialisme. Et il faut se rappeler que Klaus Schwab parlait déjà dès 2016. Il disait que l'avenir, c'était la fusion du numérique, du biologique et du médical. Donc là, on y est en fait complètement avec ce projet-là. Et on sait, par exemple, qu'il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Anna Maria Mialcea, qui a travaillé notamment, qui s'intéresse, qui regarde au microscope énormément d'injectables, donc que ce soit des anesthésiants dentaires, des vaccins. Et en fait, quand elle regarde au microscope ces fioles, en fait, elle voit dans ces fioles-là des composants informatiques. Et donc, la question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'on n'injecte pas déjà à son insu, à l'insu de la population, certains composants nanotechnologiques qui permettraient justement ce contrôle à distance. Alors, ça peut sembler là encore complètement délirant ou de la science-fiction. Oui, ou mais complotiste, dans le sens où on se dit voilà. que certaines personnes cherchent à nous dominer ou à nous maîtriser, oui, à nous Exactement, à contrôler. nous maîtriser. Mais il y a une expérience qui peut être de toute façon, c'est la base de la science, c'est la répétabilité de l'expérience. Moi, j'invite les auditeurs qui verront cette vidéo, qui soient chercheurs, qui soient même dentistes, qui soient anesthésistes, de prendre le contenu de leurs produits, de regarder justement ce que fait cette chercheuse, donc Anna Maria Mialcea. Elle liste les produits qu'elle utilise et qu'elle passe au microscope, et de faire la même chose et de voir si eux-mêmes, dans le contenu des fioles, trouvent la même chose. Moi, j'ai des connaissances et des gens qui travaillent sur ces sujets, qui ont fait l'expérience eux-mêmes, qui ont fait l'expérience sur leur propre sang et
qui ont fait l'expérience sur ces produits-là, qui ont trouvé les mêmes résultats qu'elle. Donc, c'est vraiment une expérience. Ça peut paraître choquant, mais là encore, quand on connaît le projet mondialiste, on peut se demander si justement cette volonté de contrôle à distance. Je rappelle d'ailleurs que récemment, au forum de Davos, ils expliquaient que de toute façon, à quoi servait la démocratie, puisque de toute façon, avec l'IA et avec toutes les nouvelles technologies, en fait, on connaîtrait les résultats à l'avance. Bah, si on anticipe, on peut se dire, si on a une capacité de contrôle mental sur les gens, en fait, à quoi bon la démocratie, à quoi bon demander leur avis des gens, puisqu'on est capable de toute façon de façonner Bien encore sûr, mieux que la ouais. propagande médiatique leur opinion à l'avance. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a de quoi être, franchement, inquiet à cette idée-là. Hem, est-ce que c'est encore si facile à élargir? Est-ce que tout ça est véritablement prouvé? À quel point on en est aujourd'hui dans ce qu'on sait, Stanislas Berton? Bah, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ces technologies-là existent depuis 10 ans. Moi, je poste régulièrement un article qui fait un peu une synthèse de l'état de l'art sur ce sujet, qui montre en fait tous les brevets qui ont été déposés, l'avancée de ces différents projets. Et moi, ce que je trouve étonnant et inquiétant, c'est que c'est un sujet, comme vous l'avez dit au début, qui peut sembler de la science-fiction, qui laissera peut-être même certains auditeurs sceptiques. Mais en fait, c'est un sujet absolument majeur et central dont en fait le politique devrait s'emparer et qui devrait être mis sous le devant de la scène au même titre que la sécurité alimentaire, etc. Aujourd'hui, par exemple, nos forces de sécurité devraient s'inquiéter réellement de la sécurité neuronale. Dans quelle mesure on est capable de protéger le cerveau de nos décideurs, de nos dirigeants militaires, Bah oui. de la population Mmh. française? Ouais. Il y a un vrai travail, comme on crée une sécurité informatique, Mais on devrait créer une est-ce que ce sont sécurité des choses, neuronale. parce que là, on voit que ce sont les Américains qui travaillent là-dessus, est-ce que donc j'imagine les Chinois aussi, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles les Français travaillent également? Vous ne savez pas? Alors, je n'ai pas de connaissances précises sur ce sujet. Ça serait intéressant justement d'avoir des infos. Moi, j'ai travaillé, je connais les travaux du DARPA. J'imagine en effet que les Russes et les Chinois et peut-être même aussi les Israéliens travaillent sur ce type de sujet. En France, je ne sais pas s'il existe des travaux qui sont autant à la pointe sur ce type de sujet. Il y a peut-être des chercheurs français qui travaillent, mais en tout cas, dans toutes les informations que j'ai sur ce sujet, ce sont essentiellement des chercheurs anglo-saxons. Il y a James Oui. Gordiano qui parle de ça. Il y a Charles Lieber aussi, qui était quelqu'un de très connu, qui travaillait sur les neuroclamps, qui étaient donc ces transmetteurs et ces nanotechnologies injectables dont parlait James Gordiano. Donc, il y a aussi Robert Lengler. Enfin, en tout cas, les pontes de ce sujet sont tous des anglo-saxons. James Gordiano à la DARPA, Charles Lieber à Harvard, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment les universités américaines et l'armée américaine qui sont vraiment à la pointe, en tout cas, de ce qui est diffusé au public sur ces sujets. Peut-être que l'armée française a des projets secrets sur ce type de technologie, mais en tout cas, ce n'est pas public. Enfin, c'est vrai qu'à vous entendre, alors c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans la science-fiction. On se dit: «Non mais ça peut pas arriver, ça ne peut pas arriver» et puis il y aura forcément des choses qui vont faire ça va s'arrêter avant. Mais on a de quoi être très, très inquiet finalement. Manipulation de masse, comme vous dites, la démocratie, on n'aura plus qu'à activer quelque chose à distance et puis c'est fini. Donc Exactement. si Mais personne ne rappelez-vous prend conscience de, de ça, c'est très, très inquiétant, hein. Bah, rappelez-vous du célèbre slogan du Forum économique de Davos, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Mmh. Bah, peut-être que vous serez heureux parce qu'on vous aura tout pris et en fait, après, on appuiera sur un bouton, on activera la zone de votre cerveau du contentement et en fait, vous serez tout à fait heureux quand vous ait piqué votre maison, votre voiture, votre chien, voilà. Et ça sera comme ça que le totalitarisme mondialiste sera mis en place dans le meilleur des mondes. Ouais et bah, vous nous vendez du rêve là, Stanislas Berton, franchement. Et il y a pas des solutions? Donnez-nous les solutions pour moi. Bon, est-ce que ça marche si on porte un casque, par exemple? Je ne sais pas moi. Ah oui, alors ça, vous voyez, vous renvoyez dans les vieux films américains Eh oui, avec c'est ça. le type dans sa caravane et son chapeau en aluminium pour se protéger. Non, mais ce qui est déjà une très bonne nouvelle, c'est que ces sujets-là arrivent, qu'on puisse en parler dans une émission comme aujourd'hui, qu'il y ait des travaux de recherche qui soient accessibles au public, parce que c'est quand même des projets assez confidentiels. Oui. Et donc, il y a quand même des gens qui, je pense, en coulisses, veulent faire fuiter l'information et la diffuser, parce que comme souvent, en fait, avec le projet mondialiste, c'est qu'il prospère dans l'obscurité, c'est-à-dire que quand on braque le projecteur, vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, certains auditeurs vont entendre parler pour la première fois de ce sujet et vont peut-être interpeller certaines autorités, vont peut-être voilà, commencer à s'intéresser, à creuser Mmh. ce thème. Et en fait, ça amène justement, c'est une première je dirais, muraille de résistance qui va se lever. Parce que, comme vous dites, la plupart des gens, quand vous leur parlez de ça,
ça disent que c'est de la science-fiction, que Oui. si ça existe, c'est pour dans 20 ou 30 ans. Mais là, ce qu'est en train de dire Gordiano, ou ce que je suis en train de vous dire, ce sont des technologies qui existent et qui existent depuis au moins 10 ans. Les premiers brevets de ce type datent d'au moins des années 2010, donc il y a déjà Donc, ce 10 qui ans. voudrait dire, ça fait 10 ans que ces technologies existent, donc ça fait 10 ans que potentiellement, ce que vous disiez tout à l'heure, on est déjà victime en fait de ce genre de comment dire, d'intégration d'attaque cérébrale. Enfin, je sais pas comment Oui, le. exactement, exactement. Et alors là, on va aller plus loin dans le complotisme. Mais il y a certaines personnes, là, je parle au conditionnel, qui disent, mais tout ce qu'on a vécu avec la dernière pandémie et ces injections de masse, est-ce que c'était pas une manière justement de faire entrer tous ces composants-là dans le maximum de gens possible en vue d'une activation ultérieure? Hmm. Donc ça, là, pour l'instant, là, je parle au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuve de ça. Mais en tout cas, si on relie un peu toutes les pièces du puzzle, c'est une hypothèse qui est tout à fait possible. Oui, après on se dit que tout ça, enfin, il y a les expériences en laboratoire et puis il y a l'expérience grandeur nature et heureusement, et d'ailleurs on l'a vu avec les variants et cetera, heureusement la nature a ses propres réactions qui ont pas forcément été prévues. Alors ça peut être dans le mauvais sens, mais ça peut être aussi dans le bon sens, qui a pas forcément été prévu en laboratoire ou entendu ou analysé. Donc bon, mais bon, c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant et merci beaucoup Stanislas Berton. D'abord de nous permettre de nous intéresser à ce qui se passe et ce qui est déjà avancé, comme vous dites, une technologie qui est déjà avancée depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Et donc j'invite tout le monde à aller retrouver, hein, cette vidéo du neurologue américain, James, Giordano, donc d'un des plus grands, laboratoires de recherche, de la défense américaine. Juste une dernière question, Stanislas Berton, concernant Elon Musk. Comment vous analysez Elon Musk qui peut être aujourd'hui justement le libertaire qui défend la liberté de tous et notamment la liberté d'expression sur son réseau social X et qui a publié il y a peu de temps d'ailleurs sur les réseaux un tweet en disant les complotistes ont raison et même aujourd'hui être complotiste ce serait la preuve d'être d'une bonne santé mentale. Et même souvent la vérité est bien pire que ce que les complotistes imaginent. Oui, bah là, on est exactement dans ce que j'étais en train de décrire, bien pire que ce qu'on Ouais. imagine. Alors, le rôle d'Elon Musk Et fait puisqu'il a un débat. drôle, il joue, là c'est un jeu double d'une Exactement. certaine façon, oui. Mais oui, il joue un jeu qui est très étrange parce qu'en plus, j'avais fait une enquête sur lui et j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux. Elon Musk vient d'une grande famille mondialiste qui souscrit complètement. Il y a ce mythe, hein, parce que on crée toujours un mythe. J'en avais parlé sur votre antenne l'année dernière. Musk, le self-made man, etc. Il faut savoir que Elon Musk est soutenu par les plus grands fonds d'investissement, type BlackRock, etc. Oui. Qu'il est subventionné par l'État américain en grande partie, que en fait lui est une espèce de figure de proue qu'on met en avant, mais il y a des gens qui travaillent derrière. Et en fait, c'est la même chose que Bill Gates avec Microsoft. Il y a toujours l'espèce de façade. C'est comme en politique, il y a celui qu'on met en avant et puis il y a ceux qui sont derrière. Quand on dit que c'est l'homme le plus riche du monde, etc., c'est pas vrai. Ça, je l'avais expliqué sur Ligne droite. Il y a des gens beaucoup plus riches qu'Elon Musk. Donc Elon Musk est un espèce de paratonnerre. Alors, et à quoi est-ce qu'il sert? Moi, j'ai une hypothèse, et c'est celle qui est partagée par certaines personnes, qu'il a été retourné dans ce que j'explique dans mon dernier livre, qui est la guerre de l'ombre contre le mondialisme. C'est-à-dire qu'il était dans le système et il est utilisé pour faire passer certains messages, pour mettre le coup de projecteur sur certains sujets. C'est possible. Ou alors une autre hypothèse qui est celle défendue par certains, c'est qu'en fait, il joue un double jeu. C'est le thème qui est un peu sur le devant de la scène aujourd'hui de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a des figures qui sont en fait là pour protéger le public, jouer ce rôle en fait de contrepoids, mais en fait qui font aussi partie du système. Mmh. Donc voilà, moi quand on me pose ces questions, je cite toujours cette phrase de l'Évangile qui dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc on verra les fruits d'Elon Musk à long terme. Oui, et pour le moment, le jeune fruit X, est quand même un fruit qui a le goût de la liberté. On va voir, combien de temps ça dure, mais pour le moment, ça ressemble à ça, donc c'est vrai qu'on a du mal à le cerner celui-ci. Une dernière question puisqu'on a du temps pour tout vous dire, l'agriculteur, qui est sur son tracteur, nous n'arrivons pas à le joindre, mais ça c'est la limite, c'est la vraie réalité, qui se rappelle à nous. Et justement pour parler des agriculteurs, Stanislas Berton, je voulais vous demander un mot puisque, vous le disiez, vous le rappeliez, vous travaillez beaucoup sur les questions du mondialisme. Ici, comment voyez-vous ce combat des agriculteurs, cette espèce de dernier sursaut, on va dire, de vie des agriculteurs face à une volonté mondialiste, c'est clair, et même transhumaniste. Oui, bah alors il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a la même tendance qu'on voit dans les secteurs économiques, c'est-à-dire de détruire tout ce qui est exploitation indépendante et de faire passer toute la production agricole en fait, sous la coupe de grands groupes
On sait par exemple que Bill Gates aujourd'hui est un des plus gros propriétaires de terres agricoles, notamment aux États-Unis et peut-être même dans le monde. On sait que par exemple, ça c'est un des enjeux de la guerre en Ukraine, c'est que des grands fonds d'investissement type BlackRock ont à peu près, je crois, de tête 40% des terres agricoles ukrainiennes, qui sont des terres très riches depuis très longtemps d'un point de vue agricole. On sait que c'est le grenier de l'Union soviétique, le grenier à blé de l'Union soviétique. Donc il y a cette volonté-là, il y a la volonté aussi en fait, de détruire tout ce qui est, je dirais, production naturelle. Le même Bill Gates investit dans la viande de synthèse. Donc, en Eh fait, oui. il y a en fait toute cette combinaison, c'est-à-dire c'est vraiment là encore le projet mondialiste, c'est l'artificialisation du vivant, la destruction de toute activité indépendante. Et c'est pas un hasard si en fait le l'étau se resserre partout. Là, il y a des agriculteurs en France, mais ils étaient aux Pays-Bas il y a Mhm. quelques mois. En Ils sont en Pologne, oui, Allemagne. oui, en Allemagne. Voilà, et en fait, mais c'est la même chose. En fait, c'est là où il faut qu'il y ait vraiment Vous parliez de la conjonction des luttes, c'est qu'en fait, c'est un combat collectif, c'est-à-dire les petits entrepreneurs ou les patrons de TPE, PME qui sont écrasés par les charges, par les normes, par les règlements. C'est le même combat que les agriculteurs, c'est le même combat que les gilets jaunes. C'est ce que j'explique à travers mon travail, c'est qu'on a une oligarchie corrompue et totalitaire qui a ce projet de vraiment de domination et en fait qui est en train de détruire tout ce qui est indépendant et tout ce qui permet d'avoir une forme d'autonomie et une forme de souveraineté. Donc pour placer les gens sous leur dépendance totale. Et en fait, le combat des agriculteurs aujourd'hui, il est dans ce cadre beaucoup plus vaste et on voit qu'il y a une certaine réaction. Alors, est-ce qu'elle sera efficace? Est-ce qu'elle servira à quelque chose? Parce que là, Oui. j'entendais les revendications. Là, c'est pas juste la question de revaloriser les salaires des Non, agriculteurs, non. c'est Là, on est dans un combat beaucoup plus large face à des gens qui ont décidé littéralement de nous mettre en esclavage. Et là, ça touche à ce qu'on va manger. Et si s'ils contrôlent la nourriture, et c'est presque le cas, en fait, on sera complètement pieds et poings liés. Et après, la prochaine étape, vous aurez le revenu universel. Donc, en fait, on vous donnera l'argent qu'on voudra bien vous donner. Et puis, avec cet argent, vous acheterez les produits que nous, on aura produits et que vous pourrez plus aller acheter aux paysans du coin en liquide. Il y aura plus de liquide puisqu'il y aura les monnaies numériques, donc on tracera Eh oui. Donc en fait, si vous voulez, c'est un tout, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon travail. Et ce qui est important, c'est justement de sortir de ces différentes crises pour voir justement la vision d'ensemble et voir ce projet totalitaire dans sa globalité. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est très intéressant, en effet, de vous avoir, de prendre le temps. Et là, le projet dans sa globalité, si on reprend les agriculteurs, en effet, c'est une ficelle qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe en général. Et je pense que c'est important. On avait fait une enquête sur le sujet, nous, sur la financiarisation de la nature. Je pense que c'était une enquête assez poussée. Et on voit bien, en fait, que l'agriculture, justement, nous nourrir à travers la terre va bientôt devenir interdit, finalement. Puisqu'il faut que ça passe, comme vous l'avez dit, les mêmes qui sont en train de détruire les agriculteurs, qui ont des intérêts, et justement, qui sont d'ailleurs liés avec la FNSEA, etc., sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de développer la nourriture artificielle, enfin la viande artificielle, etc., moléculaire. Donc on voit bien qu'on souhaite nous faire quitter en tout cas ce sol et, et ces racines. Heureusement, on voit ce sursaut, mais j'espère, et ça fera partie de notre corps à corps juste après, un sursaut qui sera peut-être généralisé, en tout cas qui rejoindra d'autres personnes, parce qu'en effet, on ne parle pas que du gazole routier là. Et c'est un combat qui est beaucoup plus profond. Oui, oui, absolument. Absolument, mais c'est une tendance générale, de la même manière que l'État veut vous prendre vos enfants et éduquer vos enfants et les éduquer à la sexualité dès Et 4 oui. ans. C'est exactement la même logique. Et Et d'ailleurs, on en parlait hier, je ne sais pas si vous avez suivi, on a parlé du placement pour enfants. Heu oui, qui est un et scandale absolu, un hein. scandale absolu des enfants qui sont placés, mais contre la volonté de l'enfant, contre la volonté du parent. Les parents sont des bons parents, le rapport prouve que les parents sont des bons parents et ils sont placés pour des pardon, mais des idioties et là, on voit bien qu'on est passé dans un régime, totalitaire. Oui, oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est la logique révolutionnaire qu'on retrouve. C'est de toute façon, l'enfant n'appartient pas aux parents, il appartient à l'État. Et c'est la logique de dire il faut créer un individu nouveau. Donc on Ouais, ouais, l'arrache de toutes ses attaches familiales, traditionnelles, ouais. etc. Mais pour revenir sur l'agriculture, le processus de destruction est quand même bien enclenché. Je rappelle qu'il y a encore, je crois que c'était 10 ans ou 20 ans, la France était exportatrice nette de produits agricoles. Aujourd'hui, on importe, on ne satisfait plus nos besoins alimentaires, on a besoin d'importer. Dans le même temps, ce qui est quand même assez cocasse, c'est que la Russie, qui autrefois importait une grosse partie, eh bien, grâce aux sanctions, maintenant est exportatrice et exporte des produits agricoles. Donc on voit encore là,
pour encore connecter à quelque chose de plus global, on voit encore l'effondrement d'une partie de l'Occident à cause de ces élites dirigeantes et on va dire ce qui est désigné par les médias de masse comme l'axe du mal, donc notamment les BRICS, qui eux en fait commencent à je dirais, à justement créer un nouveau système et avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants que ceux qu'on enregistre en Occident. Oui. En revanche, sur la question du transhumanisme, la question du contrôle neuronal à distance, je ne suis pas sûre que ça se passe mieux en Chine. Oui, ça c'est certain, et on sait que les Chinois justement ont des progrès, ont des programmes voilà, très avancés dans ce type, avec peut-être des questions éthiques qui sont peut-être un peu moindres, mais même bon, Oui. en fait il faut relativiser ça, parce que nous en Occident on est très fort pour donner des leçons, mais comme on l'a vu aujourd'hui, en fait on fait aussi beaucoup de recherches sous couvert de démocratie et finalement on n'a Bien rien à sûr. envier aux autres pays présentés comme autoritaires. Ça, c'est certain. En revanche, ce ne sont pas eux qui vont nous sauver pour cette question-là, en tout cas. Sauvons-nous nous-mêmes, en tout cas. Voilà, pour le Exactement. moment. Merci beaucoup, en tout cas, Stanislas Berton, pour... eh bien, on est parti des implants neuronaux, mais on a fait finalement un vaste tour d'horizon. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des risques systémiques, analyse des effets du mondialisme. Et vous citiez votre dernier ouvrage que je n'avais pas pris en note. Est-ce que vous pouvez le reciter, peut-être? Oui, c'est L'homme et la cité, volume Ah, 3. ah oui, d'accord. Et je précise que certaines sources qu'on a évoquées peuvent être retrouvées. Je suis présent sous mon nom sur Twitter et Telegram, et je poste récemment des liens en lien avec ces sujets-là. Voilà, et puis s'il y a quoi que ce soit pour une demande de source, on peut le produire aussi puisque Stanislas Berton nous a tout envoyé. Merci beaucoup en tout cas Stanislas Berton. Merci à vous tous pour